Dans la dernière vidéo, on a traité le champ électrique. Dans celle d'aujourd'hui, on va s'attaquer à un autre type de champ. C'est le champ magnétique, que l'on désigne en général par le vecteur B, en un point M. Voyez? Donc, le cas le plus général, si vous avez une charge Q qui se déplace, c'est-à-dire en mouvement, alors automatiquement, elle crée un champ magnétique B dans son voisinage. Ça, c'est une loi universelle. Toute charge électrique en mouvement crée autour d'elle un champ magnétique, une perturbation de son voisinage que l'on matérialise en maths par le vecteur BM. C'est le champ magnétique. Donc, un courant électrique, c'est un déplacement de charge. Donc, automatiquement, c'est une déduction de la première proposition. Donc, un courant électrique crée un champ magnétique. Donc, un courant électrique se comporte comme un aimant. Parce que si je veux un champ magnétique, il faut que je me dispose d'un aimant. Mais à défaut d'aimant, je peux me suffire d'une charge en mouvement. En l'occurrence, un champ électrique. Ça y est. Et si je veux chercher le champ magnétique, dans le calcul général, j'applique ce qu'on appelle la loi de Biot et Savart. La loi, vous avez déjà étudié ça dans le cours. Et dans cette partie, je suis en train de vous rafraîchir la mémoire et vous donner quelques applications pour mieux assimiler la notion du champ magnétique et la manière de le calculer, de le déterminer. Pour une charge Q, la forme ou la loi de Biot et Savart me dit que le champ magnétique B créé par cette charge Q en mouvement par rapport à un référentiel, c'est-à-dire elle a une vitesse, et possède cette quantité, possède cette relation, vérifie cette équation. Donc B créé par une charge Q, c'est mu0 sur 4pi, Q, V c'est la vitesse, vectoriel R sur R au cube. R, c'est le vecteur qui lie le point P où il y a la charge et le point M où se crée le champ. Très important. Donc R, c'est PM. P, c'est le point où existe, où se trouve la charge Q lors de son mouvement. En chaque point, je l'appelle P. Et le point M, c'est là où j'étudie le phénomène magnétique. Ça, c'est la forme, c'est la loi de la forme de la loi de Biot et Savart. Il faut apprendre ça par cœur. Donc, pour une charge Q, voici la loi de Biot et Savart. C'est mu0 sur 4pi, QV factoriel R sur R. mu0, c'est la perméabilité magnétique du vide, c'est 4pi 10-7. Vous avez déjà vu ça au lycée. Comme une petite application rapide, intéressons-nous à l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène est constitué par un seul proton, le noyau, autour duquel gravite un électron, autour duquel se déplace un électron. Donc, cet électron, c'est la charge Q. Puisque l'électron se déplace, il a une vitesse. Donc, il crée un champ magnétique dans son voisinage. Parmi le voisinage le plus important, c'est le noyau. Donc, l'électron d'un atome crée au voisinage du noyau une perturbation magnétique, un champ magnétique B. Voici le petit schéma. Voilà le noyau, l'électron, l'atome d'hydrogène. Voilà la vitesse de déplacement de la charge Q, c'est-à-dire l'électron. Et je m'intéresse au champ qui résulte au noyau de l'atome par cette charge qui se meut, qui orbite autour du noyau. Ça y est, j'applique la formule, la loi de Biot et Savart. Donc P au noyau, le noyau ici je l'ai désigné par M, c'est mu0 4pi, la charge Q c'est l'électron, en valeur absolue bien sûr, fois la vitesse sur R au carré. Parce que si je mets la norme de R sur R au cube, ça se simplifie, ça reste R au carré. Bien sûr, c'est en Tesla. En votant l'application numérique, la vitesse est 12,6 mètres par seconde, c'est très rapide. Le rayon, c'est 0,5 angstrom, c'est-à-dire 0,5 10-10 mètres. C'est très microscopique. On est dans le monde quantique. Je fais l'application numérique. Je trouve que P égale 13 Tesla. C'est un champ très énorme. 13 Tesla n'est pas vrai. C'est un champ qu'on peut dire infini. Il est très, très, très grand. 13 Tesla, c'est une valeur énorme. Donc voilà le champ magnétique créé par l'électron au voisinage du noyau pour l'atome d'hydrogène. Et on passe
à la généralisation de la loi de Buffet-Savart. On a vu le cas d'une charge Q. Maintenant, attardons-nous pour étudier le cas d'un courant, d'un élément de courant. Une longueur dl traversée par un courant I d'un conducteur. Donc, c'est un élément de courant. C'est un ensemble de charges Q en mouvement. Tout à l'heure, on n'avait qu'une seule. Maintenant, on a une infinité. Donc, il faut ici procéder par calcul infinitésimal. Il faut procéder par calcul différentiel. Donc, ici, la loi de Buffet-Savart, sous sa forme différentielle, est l'élément IDL crée l'élément DB magnétique, au point M étudié, qui est égal à mu0,4 pi. Au lieu d'écrire Q, je la remplace par IDL. Et vectoriel R sur R au cube ne change pas. Donc, je n'ai rien changé, sauf l'intervention de IDL, un élément différentiel. Donc, je vais trouver un élément différentiel DB. Toujours R, c'est PM. Et voilà un fil que je suppose très long. On dit en physique infini. Infini, ça veut dire très long par rapport à la distance D. C'est ça la signification. Hein? Ce n'est pas l'infini théorique des maths, non. Un fil très long, traversé par un courant I. À chaque instant, je prends, par exemple, un élément de courant IDL qui entoure le point P. Ce point P, cet élément de courant, il crée à une distance D, en un point M, un champ magnétique. Ça y est, un champ magnétique que je vais déterminer par la loi de Biot et Savart. Si j'applique la règle de la main droite, bien sûr B il est représenté par le pouce, je trouve que le champ, il traverse la feuille, il nous fuit, il s'éloigne de nous. D'où je le désigne par croix. Ça veut dire un vecteur qui fuit l'observateur. Ça y est, au point M, voilà le champ B. Il se dirige de M en arrière du plan. Ça y est. Voilà la distance D. Voilà la longueur L. Et j'ai pris un dl. Voilà l'angle θ. Voilà R. Voilà P. J'appelle cet angle gamma. Cet angle θ. Donc, j'applique l'angle de Buffet-Savart. L'élément de courant IDL en M, il crée dB. mu0,4 pi IDL R carré sin gamma. Pourquoi? Parce que j'ai effectué le produit vectoriel. Quel est l'angle entre DL et R? L'angle entre DL et R. R, il est orienté comme ça, dans ce sens. Oui, IDL, regardez, IDL et R. IDL et R. C'est gamma. IDL et R. Donc, la norme fois sin entre les deux vecteurs. Les deux vecteurs ici, c'est IDL et R. Donc, c'est gamma. Voilà, c'est gamma. Or, d'après le schéma, le sinus de gamma, c'est le cos de θ. Le signe de gamma. C'est quoi le signe de gamma? Gamma, c'est pi sur 2 plus θ. Gamma, c'est pi sur 2 plus θ. Si je mets sin de pi sur 2 plus θ, je trouve cos θ. C'est automatique, hein? Ça y est. Et je remplace sin gamma par cos θ. J'essaie ici de laisser la variable θ. Elle est plus facile. Donc, je vais essayer d'éliminer toutes les autres variables. Donc, cos θ égale D sur R. Pourquoi j'ai fait ça? Pour isoler 1 sur R. Je veux me débarrasser de 1 sur R au carré. Cos θ, c'est ceci. Donc, je vais isoler 1 sur R. 1 sur R, c'est voilà. Je le remplace. Je le tire de là. 1 sur R, je divise par D, c'est cos θ sur D, le tout au carré. Donc, 1 sur R, c'est cos θ sur D, je le remplace ici. Ça y est? Fois cos θ. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, ce qui me dérange ici, c'est DL. Je dois me débarrasser aussi de DL. Donc, ici, je me suis débarrassé de R. Ici, je dois chasser DL. Je sais que tangente θ, d'après le schéma, c'est L sur D. Regardez, voilà, triangle. Tangente, c'est L sur D. Voilà, je tire L et je passe à la dérivation. C'est-à-dire, je différencie cette quantité. Donc, D de L égale dθ, d c'est cos carré θ. C'est-à-dire, la dérivée de tangente, c'est 1 sur cos carré. Et n'oubliez pas dθ. C'est-à-dire, si la variable, c'est θ. Donc, je vais remplacer dl par ceci. Et je trouve ça. Voilà. Je simplifie. J'aboutis à cette relation. Par intégration sur tout le fil, bien sûr, la seule variable qui reste, c'est θ. Si le fil est infini, l'angle θ, ça va tendre vers pi sur 2. Et l'angle symétrique qui est en bas, qui est ici, là, ça va tendre vers moins pi sur 2. Regardez, c'est parce qu'il y a la symétrie, comme ça. Voilà.
Ici, c'est moins θ. Donc, si le fil est très infini, très long, θ va tendre vers pi sur 2 et l'autre θ va tendre vers moins pi sur 2. Donc, les bornes d'intégration, c'est de moins pi sur 2 à pi sur 2 parce que le fil est infini. Je fais les calculs. Si le fil n'était pas infini, je mettrais moins alpha plus alpha. J'intègre et je laisse alpha et alpha. Voilà, je fais tout le calcul et je trouve mu0 pi sur 2 pi d. Voilà le champ magnétique créé au voisinage d'un fil supposé très long.